Aujourd'hui, je fais le bilan après 1 an à travailler comme éducatrice à l'école de mon village. Je vous parle de mes prises de conscience et de mes désillusions. Je suis Elisabeth Dufresne et bienvenue à Les Émergents. Allô tout le monde! Donc, bienvenue. Merci d'être encore là et de m'avoir donné l'espace de me recueillir au courant du dernier mois. Pour ceux qui ne me suivaient pas sur les réseaux sociaux, j'ai annoncé il y a 1 mois, exagère pas Elisabeth, que je prenais une petite pause du podcast pour me recueillir. Et voilà donc pourquoi il n'y a pas eu d'épisode depuis les 4 dernières semaines. La raison principale, c'est que ma grand-mère, Marcelle, a fait la demande de l'aide médicale à mourir étant atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle a donc fait sa grande traversée le 7 mars dernier, entourée des gens qu'elle aime. Et je suis honorée d'avoir pu faire partie de son dernier cercle d'honneur. Si vous n'avez pas encore vu la magnifique bande-annonce du podcast, c'est vraiment une belle occasion d'aller y jeter un œil. Je rendais justement hommage à ma grand-mère qui a été une source majeure d'inspiration quant à l'éducatrice que je suis devenue aujourd'hui. Je suis vraiment tellement touchée d'avoir ces images-là à jamais. Quand on les a tournées, j'étais pas au courant que ma grand-mère allait mourir aussi rapidement. Donc, c'est tout un souvenir et c'est tout un trésor, en fait. Vous vous en doutez, j'ai un attachement profond envers ma grand-mère, puis il est tellement puissant qu'il a survécu à sa mort. Puis ce qui est fascinant, c'est que depuis qu'elle est décédée, je la ressens en moi, dans mon cœur, littéralement, là, comme un espèce de pilier. Puis ça fait du sens parce que l'attachement, plus il va s'approfondir et plus il va devenir sécuritaire, plus on va être en mesure de l'intégrer en soi. Et c'est vraiment ça que j'expérimente. Une fois que cet attachement-là est intégré en soi, naturellement, on n'a plus besoin d'être constamment en présence de l'autre. Je ressens littéralement une force nouvelle depuis qu'elle est là avec moi. Comme si ses qualités avaient comme infusé mon âme, j'ai envie de dire. Je ne me sens plus jamais vraiment seule. Puis, je me sens plus solide aussi. Puis, c'est vraiment la toute première fois que je vis ça. Puis, ça tombe bien parce que, pour être honnête avec vous, je traverse aussi actuellement un autre bon défi qui a aussi attrait avec la thématique du deuil. Donc, sans rentrer dans les détails, ma vie n'est pas relax en ce moment. Disons que je côtoie la mort sous toutes ses formes. Je pourrais aussi dire que j'expérimente dans toutes mes cellules l'impermanence de la vie humaine et que tranquillement, je quitte le monde des rêveries pour revenir dans la réalité. Et si je te parle de ça, c'est qu'il y a principalement une chose qui m'aide beaucoup dans cette période turbulente-là, puis j'avais envie d'aborder ça brièvement avec toi, avec vous. Et ce sont les liens de plus en plus profonds que je développe avec les gens autour de moi. Quand les personnes qui m'entourent en ce moment ont appris que je traversais quelques épreuves, j'ai eu le droit à
des messages de soutien, à des appels d'amis qui souhaitaient m'offrir du support en m'écoutant, des invitations de sortie pour me changer les idées. Dans la semaine qui a suivi un des événements marquants, là, j'avais comme 3 soupers de prévus back-à-back avec des gens que j'apprécie énormément. J'ai même eu le droit à des cadeaux au pied de ma porte, dont un message magnifique mais anonyme, je ne sais toujours pas de qui ça vient, de soutien envers moi. Et c'est ça qui est vraiment drôle, c'est que j'avais aucune idée de l'identité de cette petite fille-là qui avait rédigé ce beau mot-là, parce que je suis entourée de trop de gens magnifiques dans mon petit village qui auraient pu avoir ce genre d'attention-là. Et ça, je me suis dit que c'était vraiment bon signe. Mais peu importe, si tu m'écoutes en ce moment, petite fille, merci. Ton message m'a fait un grand bien, puis m'a vraiment fait sentir à quel point j'étais bien entourée. Ce village d'attachement-là que je vois tranquillement se tisser, malgré le fait que je ne vous cacherai pas que ça vient aussi avec son lot de défis et d'inconforts, ça fait, entre autres, partie des différents défis du mois qui viennent de passer. Mais je sens tranquillement que ce village d'attachement-là, il se tisse d'une manière différente de ce que j'aurais pu penser, mais il est bien là et ça fait toute la différence. Puis je sais que c'est un podcast qui parle de développement de l'enfant, alors peut-être que tu te demandes un petit peu pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, mais je pense sincèrement qu'on ne peut juste pas parler d'enfance sans parler du reste des sphères de la vie. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire les choses. Je pense que c'est une erreur qu'on fait trop souvent de ne pas inclure le reste puis d'aborder ces différents sujets-là de manière scindée. Parce que quand on parle d'enfants, on parle de vie humaine après tout, avec tout ce que ça comporte. Puis le développement des enfants, c'est quelque chose qui s'adresse en tant qu'écosystème, donc. Alors, parler de vie sociale, de style de vie, de relations humaines, je pense que c'est absolument nécessaire. Alors, comme promis, aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur mon année à l'école primaire de mon village en tant qu'éducatrice. Donc, en février dernier, ça l'a fait 1 an que j'étais dans cette équipe école-là. Mais d'abord, j'avais envie de répondre à 2 questions qui me sont posées régulièrement puis que je pense vont mettre un petit peu plus de clarté dans l'épisode qui suit. La première question, c'est pourquoi une fille comme toi, Elisabeth, qui remet autant en question l'école, est allée travailler dans une école? Puis, la question se pose, et c'est une très, très bonne question, qui s'explique par plusieurs éléments. La première raison est bien simple, fait qu'on va la passer vite, c'est la stabilité financière. Pendant mes études et le développement de mes projets, donc, c'est une espèce de petite douceur que je me fais de ne pas avoir à gérer justement la vie d'une travailleuse autonome. Donc, pour l'instant, j'avais vraiment envie de cette stabilité-là. Mais je pense que la principale raison qui dépasse ça, et c'est celle qui me faisait le plus de sens, c'était que j'avais envie de m'intégrer rapidement dans mon village. Puis je me suis dit, quoi de mieux que l'école primaire pour ce faire? Parce que j'avais vraiment envie d'être un visage connu puis rassurant pour les enfants lorsque j'allais me promener au village. Puis, sincèrement, je peux dire que c'est mission accomplie. Ça m'a vraiment donné l'impression de faire partie du cœur du village très, très rapidement. Bon, c'était un petit peu plus difficile d'aller acheter un sac de chips en pyjama incognito le samedi soir, mais c'est un moindre mal pour toute la beauté et les « Madame Elisabeth » puis les gros câlins que je reçois un petit peu partout. Puis, il y a une autre raison aussi qui m'a poussée à vouloir travailler à l'école, puis c'est le désir de développer un lien avec des enfants sur le long terme. J'ai pas encore la chance d'être maman, vous le savez, alors c'était important pour moi de vivre l'expérience d'approfondir un lien avec des enfants puis de les voir évoluer sur au moins 1 an. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu dans le passé, mais j'avais envie de le faire avec des enfants un peu plus âgés dans le contexte d'une école
où je deviens un des piliers finalement au quotidien pour ces enfants-là. Puis finalement, la dernière raison, c'est que je voulais vivre l'expérience concrète de l'école en passant de la théorie à la pratique. Même si c'est pas en tant qu'enseignante, parce que vous le savez peut-être, j'avais débuté un bac en enseignement en 2015, puis finalement, pour différentes raisons, je me suis vite rendu compte que ça allait pas être pour moi. C'est d'ailleurs une question qui m'a été posée en préparation de l'épisode. Donc non, je ne prévois pas devenir enseignante. Mais j'avais quand même envie de vivre l'expérience d'être dans l'équipe école parce que je sens que ça donne une bien meilleure compréhension du petit écosystème qui est une école de l'intérieur. Puis je sens vraiment que je peux amener plus de nuances aux propos que j'ai avancés dans le passé. Puis je constate que mes réflexions en bénéficient énormément. Donc oui, comme tout le monde, j'ai passé une bonne partie de ma vie à l'école. Donc c'était pas quelque chose qui m'était inconnu, mais je l'avais jamais porté en tant qu'adulte ressource. J'ai donné des ateliers dans les écoles dans le passé, mais jamais été, c'est ça, un pilier au quotidien faisant partie d'une équipe école. Donc ça, c'était nouveau pour moi. Le deuxième point que je voulais clarifier, puis c'est une question qu'on me pose plus souvent que vous pourriez le penser, c'est une éducatrice en scolaire, ça fait quoi? C'est quoi ça? Puis je trouve ça vraiment drôle à quel point beaucoup de monde ne catch pas notre rôle. Fait que j'avais envie qu'on démêle un petit peu les choses avant de commencer pour pas que tout le long de l'épisode, tu te demandes qu'est-ce que je fais à l'école. Alors d'abord, ça vous surprendra peut-être, mais une éducatrice en service de garde scolaire, c'est pas une surveillante du dîner. Oui, les surveillantes du dîner, elles existent encore. Pour les parents surtout qui choisissent de ne pas payer pour le service de garde le midi. Et oui, l'éducatrice en scolaire va aussi faire de la surveillance sur la cour de récréation. Et les surveillantes vont aussi parfois remplacer les éducatrices. Fait qu'il y a vraiment de quoi se mêler et je comprends tout à fait la confusion. Mais pour vous donner une idée, là, la surveillante de dîner, elle va avoir un ratio de 1 adulte pour 60 enfants. Puis elle n'a pas besoin de formation en tant que telle, là, fait que simplement un secondaire 5 est suffisant pour être surveillant à l'école. Tandis que l'éducatrice qualifiée, elle a besoin d'être minimalement formée. Et certaines d'entre elles ont la technique en éducation à l'enfance comme moi, donc qui est une formation de 3 ans. Elles doivent également avoir un certificat de secourisme. En gros, l'éducatrice, elle a normalement un groupe d'enfants qui lui est assigné. Le ratio, il est supposé être de 1 adulte pour 20 enfants. Mais en réalité, là, moi, je suis l'éducatrice de tous les premières et deuxièmes années de mon école, ce qui représente environ près d'une 50aine d'enfants. Puis, juste pour que vous compreniez le tour de passe-passe, la technicienne du service de garde, qui est un peu la gestionnaire du service de garde, elle compte aussi dans le ratio, comme une éducatrice. Alors, dans les faits, même si une éducatrice a plus de 20 enfants à sa charge, tant que la technicienne est dans l'école, on est legit. Moi, heureusement, depuis quelque temps, j'ai un surveillant qui est là en support le midi et ça tombe bien parce que j'ai la chance qu'il soit formé comme éducateur spécialisé. Mais parfois, ça m'arrive d'être seule pendant le dîner avec les presque 50 enfants. C'est ma réalité. Parce que c'est juste excessivement difficile d'être remplacé quand on est malade. Puis en fait, ça se fait juste pas actuellement, là. Dès qu'il y a quelqu'un qui est malade, on s'arrange avec les ressources à l'interne. Et donc, pour revenir à mon rôle en tant qu'éducatrice, c'est justement d'être avec les enfants quand les profs ne sont pas avec eux en classe. Donc, au début de la journée, avant les cours, durant l'heure du dîner, durant certaines récréations et surtout après les cours. Comme en CPE, je suis donc supposée développer un lien significatif avec les enfants, les accompagner dans leur développement global en mettant en place différentes expériences puis interventions basées sur mes observations. Puis,
le rôle est un petit peu différent parce que la principale figure d'attachement, là, ça reste l'enseignante. Et c'est elle qui est censée évaluer l'enfant, mais dans le meilleur des mondes, l'éducatrice puis l'enseignante devraient travailler de pair pour soutenir l'enfant. Mais il y a aussi justement le fait que c'est pas toujours le cas. Donc, les éducatrices et les enseignants ne travaillent pas toujours de pair. Et si on veut, comme je ne suis pas la figure d'attachement principale, je vais devoir m'adapter à la manière dont l'enseignante gère son groupe. Dans quel état, dans le fond, je vais recevoir les enfants selon les choix que l'enseignante a fait. Donc, c'est quand même un défi de l'emploi, c'est-à-dire que quand j'étais en CPE, c'était moi qui, du matin au soir, m'occupais des enfants. Donc, c'était vraiment moi qui mettais en place une structure de vie que je sentais juste et adaptée aux besoins des enfants. Mais là, je dois m'adapter aux choix qui ont été faits par l'enseignante. Même si nos styles d'intervention ne sont pas toujours les mêmes, même si nos choix ne seraient pas toujours les mêmes. Donc, je ne dis pas que c'est abominable, mais ça reste quand même quelque chose qui fait partie de la réalité d'une éducatrice en scolaire. Notre rôle comme éducatrice en scolaire, non seulement il est mal compris, mais il est loin d'être valorisé. Fait que juste pour vous donner un exemple, souvent, on va me dire voyons, Elisabeth, tu as tellement de potentiel. Qu'est-ce que tu fais à travailler dans un service de garde? Puis, pour de vrai, je peux absolument comprendre pourquoi ces remarques-là sont passées. Parce que c'est vrai que ça arrive qu'il y ait des gens qui n'ont pas de bon sens qui occupent ce poste-là. Dans le sens que, je pense qu'il y a une espèce de cercle vicieux. Le fait que ce soit autant dévalorisé, ça devient un petit peu ouvert à tout le monde. Puis, à cause de ça, il y a des gens qui n'ont pas les outils, pas les ressources, qui se retrouvent dans ces postes-là. Fait qu'à un moment donné, ça crée une espèce d'égrégore, puis que là, on associe ce poste-là à quelque chose d'un petit peu moins glorieux. Mais en réalité, là, c'est un poste qui est ultra important dans la vie des enfants. Mais en même temps, toute cette dévalorisation-là, pour moi, elle va assez bien aussi avec l'idée qu'on se fait de l'apprentissage en général. Tout ce qui se passe en dehors des heures de classe, hors du scolaire, on voit ça comme une genre de catégorie à part. C'est comme les moments de jeu, les moments plus informels de la vie, comme le moment du dîner, ne sont pas considérés consciemment comme des moments d'apprentissage. Alors que les enfants vont vivre des enjeux majeurs dans la cour de récréation à travers différentes expériences offertes par le service de garde aussi. J'accompagne les enfants quotidiennement dans leurs joies, leurs peines, leurs frustrations, leurs découvertes, le développement de leur communication, leur organisation, la découverte de leurs passions, de leurs intérêts. Pour moi, ce sont tous des éléments majeurs d'une vie qui fait du sens. Puis on souhaite fort que les adultes qui accompagnent nos enfants dans ces endroits-là soient matures. Donc voilà, j'avais envie quand même de prendre le temps d'expliquer si c'est un petit peu mon choix, puis ce que je fais à l'école, pour que vous puissiez saisir un petit peu mieux la suite. En préparant cet épisode-là, je me suis demandé pendant quelques jours quand même dans quel angle j'allais aborder ce bilan. Il y a tellement de choses à dire, tellement d'éléments à décortiquer, ça en est angoissant. Autant des critiques à faire que des bons coups à célébrer, là. Mais puisque je souhaite que mes épisodes restent courts, vous le savez, je me suis dit que j'allais simplement vous présenter mes 3 principales réalisations. À travers ces 3 réalisations-là, j'espère aborder différents aspects importants, mais c'est certain là, qu'en 1 heure, c'est pas possible d'aller autant en profondeur. On va s'en reparler aussi dans d'autres épisodes. La première grande réalisation que j'ai faite, c'est que c'est pas la bienveillance du personnel des écoles le problème, c'est le design du système.
Je suis arrivée à l'école avec cette idée-là un peu naïve que je serais dans une approche bienveillante avec les enfants. Que moi, je mettrais en pratique les techniques d'intervention développées par différents maîtres à penser de l'éducation positive. Mais, bien vite, j'ai dû faire face à la dure réalité. Et c'est probablement ce qui m'a le plus surpris de mon expérience à l'école. Je me suis littéralement vue me transformer. La réalité, c'est que quand tu as autant d'enfants à ta charge, c'est excessivement difficile de ne pas devenir un caporal. Les contraintes de temps, d'espace, de ressources humaines vont rendre la tâche vraiment ardue et même impossible dans un certain sens. Puis, pour vous expliquer ça, j'ai envie qu'on réaborde un petit peu la question des ratios. Donc, le ratio prof-élève au Québec dans une école régulière, c'est de maximum, donc pour la maternelle 4 ans, c'est un prof pour 17 enfants. Maternelle 5 ans, un prof pour 19 enfants. Première année, 1 pour 22. Deuxième année, 1 pour 24. Et 3, 4, 5, 6e année, 1 pour 26. Pour nous, les éducatrices en scolaire, sur papier, je l'ai dit tantôt, c'est supposé être une éducatrice pour 20 enfants. Mais en réalité, là, on se retrouve souvent avec beaucoup plus que ça. Moi, le dîner se passe dans un gymnase. Et je suis donc réunie avec ces 47 enfants durant l'heure du dîner. Puis, donc, j'ai quelqu'un qui m'accompagne là-dedans, mais ça reste moi la principale responsable. Mais les besoins des enfants, là, ils disparaissent pas soudainement comme par magie. Ils ont encore besoin d'être pris dans les bras, d'être rassurés lorsqu'ils vivent des crises d'anxiété, d'être entendus, d'être vus. Ils ont aussi toutes sortes de besoins là, plus techniques comme du soutien pour ouvrir leur thermos, le classique, là, mais aussi pour régler des conflits avec des amis à table, pour organiser les choses dans leur boîte à lunch, pour attacher leur manteau, leurs bottes. Puis on peut pas dire, bon, là, parce que l'enfant est plus dans les heures de classe, là, c'est plus une priorité, genre ses besoins. Pourtant, ça donne vraiment l'impression de ça quand on voit comment le système est organisé. Ça donne vraiment l'impression qu'on veut juste que les enfants puissent remplir le trou le plus vite possible, en 20 minutes maximum, puis qu'ils aient dépensé leur énergie le plus vite possible pour ne pas exploser en classe durant l'après-midi. Les ressources mises en place pour prendre soin des enfants durant ces moments-là ne me laissent vraiment pas penser qu'on voit ces moments-là comme la poursuite de la vie, comme quelque chose d'essentiel. Pour moi, ce sont pourtant des moments tout aussi précieux que les moments en classe. Et donc, les différents éléments sont rassemblés pour créer un climat de tension qui est perpétuel. Oui, on a quelques moments d'accalmie ici et là, mais sincèrement, ils sont vraiment rares. Pensez au bruit, au mouvement, au chaos émotionnel que peut créer le fait que tes besoins de base ne soient pas répondus parce qu'il te manque un pilier, un adulte qui puisse t'offrir toute l'attention dont tu as besoin. Puis, ce qui est triste, c'est que souvent, l'individu, l'enfant, va devoir en payer le prix pour le reste du groupe. Dans le sens que moi, je suis responsable d'un groupe. Et donc, c'est absolument nécessaire que je doive sacrifier certains individus parfois pour le reste du groupe. De plein de façons imaginables. Là. Par exemple, un enfant me demande de faire quelque chose, puis je sais qu'il serait parfaitement mature pour faire cette chose-là, mais certains de ses amis n'ont vraiment pas la maturité de faire la dite chose. Et donc, je vais devoir l'interdire parce que je sais que si je dis oui à un, mais non aux autres, je vais devoir gérer une panoplie de réactions émotionnelles. Et même si je suis parfaitement consciente de la nécessité que les enfants puissent vivre pleinement leurs émotions, l'organisation du système fait que je vais souvent finir par vouloir l'éviter à tout prix. À un moment donné, tu fais face à
tellement de réactions émotionnelles dans une journée que ton système nerveux, il en peut juste plus. Parce qu'on n'est juste pas censé, de par design, le design de notre biologie, avoir à charge autant d'enfants. Malgré toute ta conscience, tes bonnes intentions puis tes outils éducatifs bienveillants, tu vas trouver n'importe quelle stratégie pour éviter les crises émotionnelles. Parce que ton système nerveux à toi, il est lui-même complètement dérégulé. Puis, j'ai vraiment envie qu'on puisse saisir toute l'importance de ce que j'essaie de dire ici. C'est pas simplement l'humain puis sa conscience le problème, c'est le système, le design qui met les humains à l'intérieur de l'école en mode survie. Autant les enfants que les adultes. Pendant tellement longtemps, je pensais que c'était un problème d'éducation, là. Je pensais que les profs, les éducateurs, ils étaient dépourvus d'outils pour accompagner les enfants, que leur vision était restreinte. Puis, on s'entend, il y a encore du chemin à faire là, à cet endroit-là, là, c'est certain. Mais je crois que le nœud du problème résulte surtout du système en soi. Parce que pourquoi une personne comme moi qui a mis autant de temps à comprendre ce dont un enfant avait besoin, qui a mis autant de réflexion et d'heures à comprendre quelle intervention faire pour son bon développement. Une personne patiente comme moi, j'ai tellement de patience à offrir aux enfants normalement. Je les ai accompagnés dans différents contextes. Je sais, je me connais, j'ai cette capacité. Mais à un moment donné, pour être conscient, pour être bienveillant, ça prend du temps, ça prend de l'espace, ça prend de la douceur. Mais surtout, il faut être régulé. Et si par design, ton système nerveux il est constamment dérégulé, t'as beau avoir toutes les connaissances du monde, tu vas redevenir un gros bébé. Tu sais, pense juste à ta relation de couple. En tout cas, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, quand je suis en couple, malgré tous mes outils sur la communication, le développement personnel dans ma vie, là, quand je suis dérégulée, je peux vraiment redevenir un gros bébé. Tu sais, t'as beau mettre en place différents outils pour retrouver cet alignement-là en toi. Tu sais, c'est important de le faire. Il y a des techniques de gestion du stress, il y a des techniques pour trouver une régulation du système nerveux de façon somatique, donc de vraiment passer par le corps pour s'apaiser. Mais si ta relation en soi vient te déclencher simplement par ce qu'elle est, ça ne sert à rien. Il y a quelque chose dans le design qui ne marche pas. Fait que tes outils, ils ne serviront pas à grand-chose parce que tu vas juste constamment être en train d'être dérégulé, te réguler, dérégulé, te réguler. Moi, je sens que le design de mon travail me dérégule constamment. Et j'ai pas envie de me déresponsabiliser complètement. Je veux pas dire que c'est simplement la faute du système puis qu'il n'y a rien à faire. Il y a des choses qu'on peut mettre en place. Il y a une hygiène de vie qu'on peut certainement avoir, des relations autour de soi qui font en sorte qu'on est apaisé. Il y a plein de choses à prendre en compte. Mais on peut juste pas nier la base. C'est essentiel. Puis tu sais, je pensais à ça. Moi, je suis un modèle là, pour les enfants. Hein? Les enfants apprennent par modélisation. Et qu'est-ce que je modélise pour eux à ce moment-là, dans ce contexte-là, jour après jour? Ben, je modélise un paquet de nerfs. Oui, tu sais, parfois j'arrive à rester calme, là, à faire des interventions dont je suis fière. Je ne voudrais pas avoir l'air d'une folle. Là. Je pense qu'en général, je fais très bien mon travail puis que je fais une différence dans la vie de ces enfants-là. Mais tu sais, sachant ce que je suis capable d'offrir normalement dans un contexte qui est plus doux, je suis vraiment triste de constater ce qui en ressort. Puis je me dis, mon Dieu, tu sais, c'est gros. J'espère vraiment que mon partage va pouvoir mettre un peu de baume sur le cœur de mes collègues éducateurs qui écoutent en ce moment, puis que vous allez ressentir à quel point vous n'êtes pas seul. OK. Ma deuxième prise de conscience, elle est un petit peu plus touchée.
Mais j'ose y aller parce que justement, j'ai lu le livre Radical Honesty cette année, puis ça m'a vraiment donné envie de pratiquer à être plus dans ces micro-vérités-là. Et je pense que si on n'offre pas la vérité de notre expérience aux autres, on ne pourra pas avancer en tant qu'être humain parce qu'on ne se basera jamais sur la réelle affaire. Et donc, ma deuxième prise de conscience, c'est que en tant qu'éducateur, on ne pourra jamais s'attacher aux enfants autant que leurs parents. On ne pourra jamais aimer les enfants autant que leurs parents. Mon mentor, Gordon Neufeld, il a dit une phrase qui m'a vraiment resté en tête. C'est « L'attachement fait en sorte que le caca sente la rose. » Littéralement, donc, la crotte de ton bébé est tolérable grâce à l'attachement. Et donc, toute la crotte symbolique aussi. Ses défis, ses défauts, ses erreurs, ses gnognoneries. L'attachement fait en sorte que toutes ces choses-là deviennent plus tolérables et parfois même plus aimables. Tout ce que ton enfant fait est potentiellement de l'or. Hein? Le grand classique, c'est justement de trouver que tout ce que ton enfant fait est grandiose. Que ton enfant, c'est un petit génie, en fait. Puis c'est parfait comme ça. Ça peut même se passer aussi avec un conjoint. Hein? Tu trouves que finalement, certains de ses défauts deviennent cute avec le temps. Je pense vraiment que ce regard-là d'amour pur, sincère, est celui d'un parent envers son enfant. Puis qui est sacrément difficile à remplacer, ce regard-là. Surtout dans le contexte où on a autant d'enfants à connaître puis à aimer. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé dans le métier, j'avais tellement de place dans mon cœur pour chaque enfant. Puis chaque enfant que je rencontrais, c'était comme « wow », tout le potentiel d'amour que je peux donner. Puis je me rends compte que plus le temps passe, puis surtout dans des structures comme ça où il y a autant d'enfants, à un moment donné, le système, il n'y a plus de place. Puis je sais que ça doit être quand même insécurisant comme parent d'entendre ça, mais je pense que c'est important de le nommer. Puis attention, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les enfants avec qui je travaille. Je les aime énormément. C'est simplement que pour moi, l'amour et l'espace que je suis capable de leur donner a une limite comparativement à vous. Puis je pense que c'est un des aspects qui complique beaucoup les choses à l'école, sachant que cet attachement-là, c'est la base du développement d'un humain. En fait, je trouve ça juste profondément triste que les enfants ne puissent pas accéder à ce regard-là au quotidien, posé sur eux. Hein? Aussi souvent qu'ils pourraient l'avoir dans leur propre famille. Tu sais, ça m'arrive parfois là, un enfant qui me montre quelque chose, puis qui a fait ou qui me raconte une histoire importante pour lui, puis j'ai vraiment conscience de ne pas être en mesure de lui offrir mes 2 yeux grands ouverts, mon cœur grand ouvert, lui offrir toute l'attention dont il aurait besoin parce que j'ai environ 54 autres dossiers à gérer. Tu sais, la nature, elle avait mis en place ce mécanisme naturel-là à cet endroit-là, puis je me demande sincèrement l'impact que ça peut avoir sur leur développement, sur leur confiance en eux, sur le regard qu'ils portent sur eux-mêmes, le fait que ce soit moins présent. Puis, tu sais, sur leur sécurité affective aussi. Il y a aussi le fait que, étant donné qu'il y a une récurrence de conflits à gérer, de peine à écouter, de joie à écouter, des enfants qui expriment toutes sortes de choses, vont, à un moment donné, être banalisés par notre système parce qu'on en entend tellement, c'est comme la récurrence est extrême. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que le système, il fait? Poup, il crée une espèce de détachement parce que c'est trop d'informations, c'est trop de stimuli. Puis, je veux juste être claire, je suis pas en train de dire que c'est tout le temps comme ça. Je pense que c'est une espèce de tangente que je vois après 1 an. Je ressens cette transformation-là en moi, puis c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout.
mais j'essaie consciemment des fois de le forcer un peu, c'est-à-dire que je sais intérieurement que j'ai pas 100% l'espace d'écouter cette histoire-là, mais j'essaie artificiellement de faire comme « OK, je vais me poser par terre, je vais te regarder dans les yeux. » Puis souvent, la connexion avec l'enfant à ce moment-là fait en sorte que mon cœur s'ouvre pour vrai, tu sais. C'est juste que c'est un exercice vraiment de conscience de le faire dans le contexte parce qu'il y a tellement de trucs à gérer. Donc voilà, j'ai conscience que ça peut avoir l'air touché comme sujet, mais je pense vraiment que c'est important d'ouvrir le dialogue là-dessus, puis que les parents puissent donc prendre des décisions en toute connaissance de cause. D'ailleurs, si vous êtes éducateur, prof, je serais super curieuse d'avoir votre input là-dessus, d'avoir votre feedback là-dessus, savoir si ça résonne, qu'est-ce que je dis, ou si je suis la seule à vivre ça. Je penserais pas, parce que j'en ai parlé à d'autres professionnels autour de moi, puis ça semblait résonner, mais je serais curieuse de vous entendre. Ce deuxième point-là m'amène à parler de ma troisième prise de conscience majeure, et ce sera la dernière pour cet épisode-ci. Puis c'est malheureusement l'impact plutôt négatif de cette expérience-là sur ma vie, plus personnelle puis intime. Je pense que c'est une répercussion qu'on ne peut pas taire. Moi, personnellement, j'aspire à ce que les différentes sphères de ma vie se marient bien entre elles puis que mon écosystème, si on veut, fasse du sens. Mais côtoyer 150 personnes par jour dans un contexte comme celui-là, ça te donne vraiment envie d'être davantage dans la solitude dans tes temps libres. Puis c'est difficile pour les autres à comprendre. Puis moi, personnellement, je cherche beaucoup à développer des liens avec les gens dans ma communauté. Je vous l'ai dit au début de l'épisode. Puis je réussis à le faire quand même. Mais je vois à quel point ça crée aussi des limitations. Ça ralentit un peu mon rythme. Je ne peux pas faire autant que ce que j'aimerais faire parce que j'ai moins de disponibilité après le travail. Puis souvent, comme je suis complètement brûlée et comme le contexte dans lequel je me suis complètement brûlée était social, ben mon système nerveux, ben il cherche à se reposer dans l'isolement puis dans le calme. Puis j'ai aussi remarqué que je rentre chez moi parfois encore en mode caporal. J'ai tendance à être tendue, mon système nerveux il est en mode sympathique, je suis en mode efficacité, hypervigilance, le leader en moi est très très fort, jusqu'à parfois même parler à l'impératif. Et sincèrement, c'est pas ce que j'ai envie d'incarner. J'ai vraiment envie d'être plus dans la douceur, le calme, d'être en mode yin. Heureusement, je prends ça en considération de plus en plus. Je me vois aller, puis j'essaie de créer des petits rituels pour faire des transitions entre ma vie du travail puis ma vie personnelle. Mais ça a un impact. Je vois que toute ma qualité d'être est difficile à offrir à mes proches. Fait que, tu sais, l'idée même d'avoir des enfants dans ce contexte-là, ça serait vraiment horrible pour moi, là. Je me sens déjà moins disponible qu'avant pour jouer avec les enfants qui sont dans mon intimité ou prendre soin des enfants en dehors des heures de travail, tu sais, les enfants de mes amis, par exemple. Puis je trouve ça plate parce que finalement, les enfants qui sont dans ma vie puis mon intimité, ils en écopent parce que je me sens pas capable d'être là pour eux autant que ce que j'aimerais. Je sais que je pourrais donc pas continuer ce travail-là indéfiniment. Même s'il y a du beau, là, je voudrais pas ne pas mentionner à quel point j'ai développé des liens précieux avec certains enfants, puis que c'est vraiment riche. Puis surtout, tu sais, à quel point je me sens chanceuse d'être dans cette équipe école-là. Je me souviens, mention spéciale là, à ma technicienne en service de garde, qui est juste exceptionnelle.
Je me souviens que c'est elle qui m'a accueillie dans l'école, puis c'est elle qui m'a vraiment fait sentir qu'il y avait de l'espoir. Puis, tu sais, on se promenait dans les corridors, puis les enfants lui sautaient dans les bras. Ils étaient contents de la voir. Puis, j'ai vraiment senti tout l'amour sincère qu'elle a pour les enfants. Puis, à quel point elle accepte qui je suis, elle accepte mes interventions, est dans une humilité aussi de recevoir, de réfléchir avec moi. Puis mes collègues aussi, tellement dans le respect c'est ça, l'une de l'autre. Sincèrement, je me sens bien aussi dans ce travail-là. C'est une stabilité dans ma vie qui me fait du bien. Puis on est comme toutes complices à travers ça. Tu sais, on le sait que ça n'a pas de bon sens. Puis on s'habitue un peu à ce pas de bon sens-là ensemble. Ça nous fait bien rire, tu sais. Mais c'est ça, j'ai la chance d'avoir des collègues tellement humaines, drôles. Puis ça me rappelle à quel point, justement, c'est important de rester humain à travers des systèmes aussi déshumanisants. Je suis vraiment consciente du décalage qu'il y a entre nos structures actuelles et nos besoins fondamentaux. On dirait que tout est organisé de nos jours pour compliquer le fait d'assouvir nos besoins adéquatement. Fait que je suis ultra consciente que ça peut être vraiment confrontant pour plusieurs personnes d'écouter ça. Puis même frustrant, jusqu'à se demander pourquoi qu'on continue à nourrir ces idées-là, à réfléchir à ça. Tu sais, je vous entends déjà dire « Je sais que c'est ça que mon enfant a besoin, mais comment tu veux que je puisse y offrir ça? » Tout est organisé pour que ce soit excessivement difficile de le faire. Mais moi, je pense que plus on va en parler, plus cette évidence-là, elle va s'étendre au niveau de la conscience collective, puis on pourra plus faire autrement que de rebâtir sur de nouveaux piliers. Puis moi, je le vois déjà, ça, arriver. Ça shake déjà en ce moment. Parce qu'on est des êtres créatifs, puis on est capable de trouver des stratégies pour retrouver notre chemin vers ces besoins-là. Je vous invite d'ailleurs à écouter le documentaire de mon amie Joanie Lacroix, donc disponible dès maintenant sur tout.tv. J'y fais quelques petites apparitions. Et donc, le documentaire s'appelle « Repenser l'éducation dans un monde en transformation ». Puis on voit justement différents acteurs du milieu redéfinir les bases de ce système éducatif-là. Puis je suis vraiment heureuse d'en faire partie à ma façon. Les Émergents, c'est votre émission, produite et présentée par moi-même, Elisabeth Dufresne. Notre musique originale est signée Étienne Dufresne et l'illustration de couverture est l'œuvre talentueuse de Florence Rivet. Merci d'être resté jusqu'au bout et si tu as apprécié, n'hésite surtout pas à montrer ton soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles via Apple Podcast. Tu peux aussi partager cet épisode-là sur tes stories en me taguant Elisabeth.Dufresne. J'ai moins l'impression de parler tout seul en fait. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode et d'ici là, je te souhaite un merveilleux printemps. À bientôt!